et merci à toutes d'être venues ici. C'est assez gros pour moi de présenter ma recherche puisque j'ai commencé le travail du sexe il y a 5 ans. Donc j'avais 23 ans, aujourd'hui j'en ai 28 et c'est beaucoup d'années que j'ai passé sous silence. Et donc il y a des risques pour se visibiliser et je suis un peu là pour expliquer pourquoi. Parce que les représentations des femmes nord-africaines en général sont négatives. Et j'interroge, est-ce que les espaces et productions liés au travail du sexe sont le garant, le parking un peu de tout ça? Quand on se dit travailleuse du sexe, ça enclenche une série de questions systématiquement intrusives. Du type, cet homme privé en open bar, sans questionner directement notre religion, qui est évidemment musulmane, puis notre famille, qui est évidemment sexiste et liberticide, et notre intimité sexuelle, qui est évidemment libertine et hétéropensée. L'intrusion est normalisée et l'effet d'être un phénomène inouï et sensationnel renforcé. Du coup, l'évolution dans nos milieux nous met dans des états d'hypervigilance constante. Et malgré le cheminement pénible de se dire qu'on y arrive, on est un peu annulé face à la puissance de ce stigmate. Et c'est ce que j'ai remarqué en fait quand j'ai commencé à parler de mon travail dans les sphères académiques, artistiques et parfois militantes. Donc pour éclairer ce propos, je vais citer deux moments qui sont extraits de ma propre réalité. Et donc c'est lors d'une proposition de préparer un séminaire dans mon école, donc le HSS, que la personne organisatrice en question me dira avec l'air ébahi, mais vous êtes éduquée pour une arabe. Et elle rajoutera et insistera que franchement, j'ai rien à voir avec les d'autres féministes arabes qu'elle avait rencontrées un jour à Bobigny, ma ville natale, et qu'elle qualifiera d'hystérique. Bon, ce séminaire n'a jamais vu le jour. Et comme beaucoup d'élan à partager mon travail, je me suis confrontée à ces échanges de façon répétée. Ou lors de propositions documentaires proposées par des associations d'amis à amis, par des personnes qui n'étaient pas concernées par le sujet, qui donc voulaient m'interroger sur ce que je faisais. Et je vais vous citer le message de Romain, qui est une personne que je n'avais jamais rencontrée et qui était de passage sur Paris pendant 2 jours et qui m'a sollicité pour me filmer. Donc ce message, c'était: tu n'auras pas besoin de me réserver des créneaux horaires, car ma démarche serait de te suivre dans ton quotidien pour tenter d'apporter un regard singulier sur toi, qui tu es, ton mode de vie. Essayer de dresser un portrait intime et pertinent de ta personne, de ce que tu représentes au sein d'une intersectionnalité. Cette démarche est documentaire, il me faudrait donc passer du temps avec toi de manière condensée. Cette proposition pourrait paraître intrusive. Enfin, pour finir son argumentaire, il conclut en ces mots: par la suite, je partirai au Liban rencontrer une partie de la communauté LGBT. Notre entrevue serait une belle amorce pour mon projet. Malheureusement, son projet n'a pas vu le jour non plus. Soraya, vue par Romain, c'est pas une vocation, c'est pas une destinée. Donc, à partir du moment où on a de la voix et qu'on la trouve, on fait face à tous ces groupes, tout ce système qui peuvent nous mettre en danger, enfin, face à quoi on cherche à s'extirper. J'ai pas envie de me créer une visibilité au travers d'un regard dominant. Et en même temps, j'ai envie de me dire. Donc, j'ai remarqué que j'ai été coincée dans mon évolution. Et pas parce que je m'assumais pas, mais parce que j'ai passé plus de temps à me protéger qu'autre chose. Et parce que aussi, on pense vous faire une faveur en vous visibilisant, type je vais te sauver ou t'élever. Comme si notre visibilité était un cadeau, mais sous condition de répondre à ces représentations dégradantes, de sorte que nous-mêmes, on participe à les cristalliser. Donc voilà, comment se dire qu'on passe notre temps à se protéger, voire se cacher. Donc je suis pour néanmoins le fait de briser l'effet sensationnel face à nos identités plurielles, de nous labelliser pour nous enfermer en mots-clés, pour un arrêt d'être défini par des projets de personnes non concernées, pour que nous soyons des voix, celles qu'on appelle les arabes, les rebeux, les beurettes de luxe, les beurettes à chicha, les michetonneuses, les michtos, les ravzouzas, les salopes, les lopsas, les chétanas, les kaira, les nabila, les alaya, les ayem, les cendrillons du ghetto, les shakiras de Ouarzazate, les marochiennes, donc la combinaison entre marocaine et chienne, et nous, les enfants de la chouma, la honte, pour toutes celles qui méritent leur propre espace et représentation, et de ne pas être piégées dans un binarisme toxique qui suppose que nous sommes soit haram, donc illicite, ou halal, licite, mais surtout prêtes à être haramisées. Donc là, pour commencer, j'aborderai, voici mon plan, donc je parlerai des représentations fantasmes,
leurs effets dans le travail du sexe, en citant donc mes expériences dans les salons de massage naturistes et érotiques à Paris. Et puis, je terminerai sur la notion d'intégration à l'autoreprésentation et je ferai un petit parallèle avec l'académie. Alors, la femme nord-africaine, elle est très appaguée au stigmate de la beurette, comme je l'ai expliqué au début. Beurette, c'est la version féminine du terme beurre. Et ça arrivait dans les années 80 en France lors de la marche pour l'égalité contre le racisme, qui est aussi appelée la marche des beurs. À la suite de l'exaspération des jeunes issus de l'immigration, devant les noms qui leur avaient été apposés par la population dominante, il y a eu l'adoption de ce néologisme comme une autodésignation valorisante. Mais avec la récupération par les médias qui l'ont associé à tous les stigmates dégradants de la banlieue que vous connaissez sans doute, beaucoup de jeunes nord-africains refusent aujourd'hui de se reconnaître sous ce terme. Beurette, c'est un terme qui a pris cher aussi, surtout avec la propulsion du porno beurette dans les années 2000. C'est devenu une catégorie sexuelle et Fatima Aïd-Bounoua, professeure de lettres, l'avait précisé en 2007 dans une tribune de Libération que quand on Google beurette, voilà ce qui se passe. Je vous montre. Il n'y a que des sites porno, que ça, sur des pages et des pages entières. Et 11 ans plus tard, en fait, rien n'a changé. Le fameux ouvrage de Nassira Ghenif Soulaïmas des beurettes n'arrivera qu'en 3e page. Et donc, j'aimerais m'intéresser un peu plus sur aussi... aussi en 2014, selon le journal hebdomadaire The Economist, beurette a été le plus recherché aussi sur les sites pornographiques. Et Google participera à cette traduction d'Arab Girl en traduisant beurette par Arab Girl. Et sur la mise en scène, en fait, comment elles sont représentées, ces beurettes, dans les sites porno. Bah justement, quand moi j'ai recherché sur 2 sites, Xhamster et Pornwoody. Et en gros, c'est beurette de cité, beurette vierge cheveux violets, le foulard sur la tête, musulmane baisée par son frère, parce que beurette ne va pas sans musulmane. Et donc, il y a tout ce beurette Samia aime le sexe, mais elle est timide. Donc voilà, il y a tout quelque chose autour de ça. Et pour aller un peu plus profondément, je vais citer une actrice qui s'appelle Yasmine Lafitte. C'est une grande actrice marocaine qui a été une des plus connues ou valorisées. Donc rien que le titre, c'est la belle et sulfureuse beurette Yasmine Lafitte avec son corps de fée dans Farida et les meufs de ma cité. Et le synopsis, c'est un peu, voilà, on est carrément dans le cliché oriental de la divine fille qui est la déesse et tout ça qui se déplace pour l'homme qui la regarde. Il y a aussi, je vais citer une autre scénarisation autour de la beurette. Il y a une mise en scène assez forte. Donc, je me permets de mettre autour du voile. Il y a toute une scénarisation autour du dévoilement de la femme qui porte le voile et qui l'enlève. Et il y a beaucoup de vidéos qui sont intitulées Libération sexuelle. Et moi, ça m'a fait penser direct à cette affiche, qui est une affiche de propagande française qui a été diffusée pendant la guerre d'indépendance algérienne, et qui était donc N'êtes-vous pas jolie, dévoilez-vous. Et là, on retrouve en fait que c'est très incarné dans la scénarisation des films porno. Donc, ça révèle toute la déshumanisation de la femme nord-africaine. Simplifiée en arabe, elle devient aussi beurette, elle n'est jamais nommée. Par exemple, il y avait Céline Bara et une beurette, mais il n'y avait pas d'autres prénoms qui pouvaient venir. On pourrait nous appeler Nuggets, des prêtes à être bouffées, c'est pareil. Et Malek Aloua, dans son ouvrage Le harem colonial, développe toute cette imagerie coloniale et cette érotisation du corps de l'indigène modelé pour les militaires et les touristes, qui est érotisé et docilisé par le biais de tout ce patrimoine iconographique que l'on retrouve ici. Et j'interroge en fait sur les potentielles constructions de désir que ça peut instaurer dans notre regard, surtout très jeune, si mes sœurs et mes nièces, autant chez les personnes dites ménorisées que dominantes, si toutes ces personnes-là et toutes celles qu'on entasse de ce stigmate vont regarder ce genre de porno, si on consomme assez tôt, c'est assez toxique en fait de nous voir comme ça. Et donc d'intégrer aussi cette image de femme passive en otage de sa sexualité. La réalisatrice Ovidie, dans l'échange avec la sexologue Nadia Albouga sur la radio Beurre FM, en 2007, l'avait dit « Le porno, c'est la réalité sociale fois 1000 ».
Donc, si l'accessibilité est H24 avec les tubes qui sont accessibles H24 et par tout le monde et par des personnes mineures, je me dis que le désir, il peut être néocolonisé, très jeune et très fort. Aussi, je parierais sur le fait que n'importe quelle femme nord-africaine en général a été désirée approcher sous ce spectre dans une attente qu'on réponde à ces stéréotypes, type Beurette Samia, elle est timide mais elle aime le sexe, ou elle est passive, ou qu'on ne demande qu'à offrir sa sexualité. Donc ces stéréotypes, ils ont une fonction politique de garder les identités en une place. Grada Kilomba, psychologue, écrivaine et artiste, en explique les effets psychiques de ces représentations omniprésentes dans nos environnements sociaux. Dans le documentaire White Charity, La charité blanche, elle dit « Je ne suis pas seulement confrontée à l'aliénation en me voyant représentée par ce que je ne suis pas, je suis aussi forcée de me regarder moi-même par la perspective des Blancs. C'est problématique. C'est la base du trauma, de l'aliénation et de la déception. » Donc, cet orientalisme qu'on retrouve, il a été abordé par Edward Said et qui explique que l'Orient a été une invention de l'Europe depuis l'Antiquité, que c'est un lieu de fantaisie, plein d'êtres exotiques, de souvenirs et de paysages obsédants, d'expériences extraordinaires. L'autre caractéristique de l'orientalisme moderne que nous retrouvons aujourd'hui avec les conceptions de l'arabe est l'attribut oriental qui semble tronquer sur tout le reste. Donc, l'orientalisme est une invitation à rencontrer ce que l'on veut voir tout en se déconnectant des réalités. Et finalement, dans mon travail, ce que j'ai observé, c'est que c'est la même rencontre. Les gens viennent rencontrer leur fantasme, pas moi du tout. Et ce n'est pas du tout le problème du fantasme, mais c'est ce qu'il fige et de tout l'espace qu'il prend dans mon travail. Donc, c'est ce que j'aimerais donc souligner au travers de mes expériences. À partir du recrutement dans les salons de massage érotique et naturiste, il y a un paradoxe dans le marché du travail puisqu'il y a deux propositions. D'une part, il y a le marché qui repose sur l'exotisation de la femme orientale qui se retrouve en confrontation avec la dominance d'un corps blanc et mince. Donc, trouver et tenir un emploi dans ces conditions n'est pas facile. Il y a une réelle difficulté lors des entretiens où on vous fait défiler, où on observe votre corps. Et un corps, enfin mon corps qui était et qui est et qui reste charnu était discriminé. On parle de mes hanches et de mon 105 de fesses, ça ne passait pas. Et c'était une sorte aussi de faire honte à ce corps qui défilait, ou les annonces qui, voilà, et les annonces qui défilent, c'est entre 20 et 30 ans, mince, type caucasienne. C'est ce qu'on retrouve le plus. Et en termes de salaire, du coup aussi, ça se note, puisqu'il y aura forcément une différence de salaire entre les femmes blanches et les femmes nord-africaines dans ce cas. Donc, je vais vous montrer par exemple une page d'un des salons, d'un des plus grands salons naturistes à Paris, qui en dispose de 5. C'est le type de corps que l'on retrouve le plus souvent. Donc, on n'est pas très visible. Et sinon, à l'inverse, il y a des statues qui sont bâties tout autour d'une image alléchante, façon couscous royal, qui s'appelle Flamme d'Orient, Zen d'Orient, Paradis d'Orient, etc. d'Orient. Donc, c'est toujours une invitation à bouffer peut-être, et qui se décrit comme suit. Entrez dans le monde des déesses orientales et vous faire découvrir des massages relaxants et sensuels dans le meilleur salon de massage naturiste de Paris. Donc, ça rappelle un petit peu le synopsis de film porno qu'on avait vu au début. Et en termes d'échanges avec toutes les personnes patronnes et superviseurs que j'avais eues, c'était un peu ça. Donc, j'ai fait une petite série de punchlines racistes que j'ai vues dans mon travail du sexe. Et l'origine en fait beaucoup partie. Donc, c'est de quelle origine êtes-vous? On a trop d'Arabes sur le marché. Algérienne, on n'a pas ça. Les Arabes, ça fait beaucoup. Bien sûr, on a de l'oriental. Les clients voulaient des orientales, maintenant ils veulent de la française. Ou tu peux passer pour une italienne, donc on va t'appeler Francesca. Alors, je parle de la perception des femmes travailleuses nord-africaines, mais je ne peux pas occulter celle des clients nord-africains que j'avais, qui sont tout aussi diabolisés par le patronat. On n'est pas du tout invité à se rencontrer, en fait. Lors d'un entretien dans le salon dans le 18e, la dernière question était « Est-ce que vous parlez arabe? Parlez pas arabe avec les clients, sinon ils vont prendre la confiance. » Sinon, l'attitude ambiante et générale, c'était ne montrer surtout pas que vous êtes arabe aux arabes. Et c'était les moments où justement, il fallait m'appeler Francesca ou Lolita, ou etc. Et c'est ce que Todd Shepard explique dans son ouvrage Malcolonisation, l'homme arabe et la France, de la guerre d'Algérie à la révolution iranienne, qui explique l'obsession française autour de l'homme arabe, qui est lui-même très stigmatisé, particulièrement l'Algérien après 1962,
il y a une image d'homme voleur, violeur et à une hypersexualité très menaçante. Du coup, je fais un parallèle auprès de mes clients. Les conséquences justement de ça, il y a toujours une réelle surprise que je parle français avec mes clients et pas le macoute. C'est même pas une surprise, je deviens limite suspecte à l'idée de parler français, bien que moi je suis toujours dans le doute de maîtriser cette langue qui n'est pas ma première langue maternelle. J'aime beaucoup la manier. Et ça paraît toujours suspicieux que je la parle. Et au travers des questions, ça se ressent beaucoup, notamment au Portugal où j'ai travaillé 2 ans avec les clients francophones qui venaient de France ou de Belgique, qui ne partiront jamais du postulat que j'ai reçu une éducation académique française. C'est oh là là, vous l'avez appris où votre français incroyable. J'ai envie de dire chez vous, dans l'intégration, ce que vous connaissez, c'était là. Et le travail du sexe et ses lieux révèle, comme on l'avait dit, comme je l'avais dit plus tôt, la réalité sociale fois 1000. C'est aussi des jeux de pouvoir et c'est ce que je ressens en fait dans l'espace académique. Et dès la maternelle, qu'on pose les murs de notre esprit, on nous confisque déjà beaucoup. Donc l'académie, c'est un lieu de savoir et de rencontre, mais aussi de domination. Et comme je disais, je trouve que la maternelle, déjà, on tire pas mal les ficelles. Donc, je vais reciter un exemple d'une histoire personnelle, mais qui malheureusement n'est pas si personnelle que ça. Que j'ai 5 ans, je vois Francine, mon institutrice, elle veut voir mes parents. C'est la seule fois que je verrai mes parents ensemble à l'école, et la dernière fois. Donc, je les verrai pour qu'on leur dise il faut qu'elle arrête de parler l'arabe à la maison. Et je pense que j'ai vu mes parents assez interloqués, ce qui devait dire à ma grand-mère arrête de lui parler, à Sabrina arrête de l'élever, à Sabrina s'il te plaît n'existe plus pour le français, pour que je sois une intégrée. Et cette histoire, si elle n'est pas personnelle, c'est presque une affaire de transmission, parce que pour citer mon père, il me dira le français c'est comme la cigarette, je l'ai eu en bouche par les soldats. Et c'est selon l'ouvrage La littérature maghrébine de la langue française en Algérie, la France a voulu franciser. Et là, je cite le capitaine Richard qui dit en 1846, pour expliquer ce qu'est franciser, c'est s'emparer de l'esprit du peuple après s'être emparé de leur corps. Et cette phrase, en fait, elle pourrait totalement faire le pont entre l'espace académique et le travail sexuel, dans ses versants les plus toxiques. Donc, si on parle de ce qui se passe dans les milieux universitaires, c'est clair qu'on arrive avec un bagage d'estime de soi assez chaud. Et de la maternelle au lycée, on a cumulé. Je pense que toutes les trajectoires sont différentes et dans cette salle, on a dû en vivre vraiment des multiples. Mais quand je vois, par exemple, ne serait-ce que dans ma fratrie, c'est redoublement, tract de réorientation, changement de lycée, absentéisme et déscolarisation. C'est un forfait. Et c'est une répétition. Du coup, si on arrive déjà à accéder à l'université, on n'est pas très convaincu déjà d'y être et on est déjà dans un sentiment d'insuffisance de soi. On a plus cumulé de vulnérabilité qu'autre chose, mais sans avoir les outils en plus ou les possibilités de les dépasser. On arrive déjà fatigué. Donc, je ne veux pas du tout faire de ma souffrance un truc de victimisation, parce que je pense vraiment que ma souffrance, elle était au point de mon autonomie, de l'histoire d'amour que j'ai fait avec moi-même, quand je me suis posé la question de ma contribution en restant et en travaillant dans ces espaces. Quel message je faisais passer, et surtout entre moi et moi-même. Donc j'ai voulu sortir de ma passivité comme une urgence, qui jusqu'à présent, en fait, c'était ma seule normalité. Moi, je connaissais que ça. Et on a du mal à se remettre en question quand c'est tout ce qu'on se connaît. C'est pas favorisé par tout le climat de vulnérabilité que l'université suppose ou que nos métiers supposent en général. Et donc ça, je l'ai appris au travail. Et malgré toute la violence sexiste, raciste et religieuse, j'ai pu évoluer, me professionnaliser. Et, donc, j'ai traqué mon autonomie. Donc, du coup, je me demande aussi en termes de liberté sexuelle et d'empowerment, est-il sous condition? Est-ce qu'il y aurait un processus d'intégration de la travailleuse du sexe racisée? Donc, pour terminer, je voulais terminer parler de ma famille. Donc, pour conclure, la création que pousse ce métier m'a permis de fabriquer une paix entre tous mes paradoxes, puisqu'on nous inculque très jeunes que nos paradoxes sont toxiques et qu'on ne peut pas faire des petits liens entre eux, et puiser dans toutes mes parties. De ma pudeur, de ma religion, de mes explorations sexuelles et de mon corps, et de mes corps, tellement il a changé, j'ai pu faire la paix et déménager en moi-même.
Enfin, je terminerai sur une citation de Mohan Moutsni qui dit: Nos pères ne criaient pas et ne s'expliquaient pas, ils subissaient en silence. C'est ce silence qui vous est demandé de déchiffrer dans le hurlement de leurs enfants. Longtemps je fus nommé, aujourd'hui je nomme à mon tour. Je vous remercie pour votre écoute.